Et voici la vidéo règle de Majoir, un jeu de combat tactique avec des cartes pour 2 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Brian Pope, édité par Arcane Wonders et Marabunta en France. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu. Effectivement, si Majoir est un jeu de cartes actives de style Magic, ici on va jouer quand même avec un plateau sur lequel les joueurs vont pouvoir se déplacer. Pour vos premières parties d'initiation, attention, vous n'utiliserez qu'une demi-arène, c'est-à-dire que vous ne jouerez que sur une des 2 parties du plateau général. Ensuite, vous allez trouver des petits plateaux individuels, il y en a donc un par joueur, comme c'est un jeu à 2, évidemment, il y en a 2. Ensuite, vous allez trouver des marqueurs d'activation, il y en a 10 de chaque couleur, en bleu et en rouge. Un joueur prendra les bleus, l'autre joueur prendra les rouges, plus un marqueur d'activation spécial noir comme ceci, ainsi que 3 cubes noirs et 1 cube rouge. Alors pour une première partie d'initiation, vous allez tous les 2 placer avec votre adversaire les cubes noirs et les cubes rouges au même endroit. En valeur de focalisation sur une partie d'initiation, ce sera 10 pour les 2 joueurs, 10 en mana aussi, et 24 au niveau de la vie. Ceci sera le marqueur qui indiquera les dégâts que votre magicien prendra au fur et à mesure du jeu. Évidemment, vous commencez la partie avec 0 dégâts. Ensuite, vous allez trouver plein de paquets de cartes comme ceci qui seront scellés. Alors attention, ne les ouvrez pas tous dans n'importe quel ordre, car effectivement, les cartes sont déjà classées à l'intérieur. Alors pour une première partie, vous utiliserez en fait les premiers paquets avec les personnages suivants. Effectivement, dans le jeu, vous pouvez jouer avec 4 types de magiciens. Sur une première partie, il est conseillé de jouer avec le maître des bêtes et avec la prêtresse. Mais il existe aussi, pour vos parties futures, un mage guerrier et un sorcier. Pour chacun de ces personnages, il y a une carte le représentant, comme ceci, ainsi qu'une autre carte qui présente ses caractéristiques. Mais attention, ces caractéristiques ne seront utilisées que dans la version avancée du jeu. Pour vos parties d'initiation, il faudra en faire quelques-unes avant de bien maîtriser le jeu, eh bien vous ne jouerez que avec la carte représentant le personnage et les valeurs qui ont été, que je vous ai déjà indiquées en fait. Sinon, il y a ensuite dans les parties suivantes des valeurs qui vont différer en fait d'un personnage à l'autre avant de commencer la partie. Ensuite, vous allez trouver 2 grimoires comme ceci à l'intérieur desquels vous allez pouvoir mettre vos sorts. Donc chacun d'entre vous va prendre le grimoire de son choix, et justement par rapport au paquet de cartes que vous allez ouvrir, vous allez placer en fait toutes les cartes correspondant à votre personnage. Donc par exemple, si je choisis le maître des bêtes, eh bien je vais placer en fait toutes les cartes une par une comme ceci, correspondant au maître des bêtes à l'intérieur du grimoire, de façon à pouvoir le consulter facilement et attraper les cartes que je cherche au bon moment. Alors attention, c'est dans la règle du jeu en fait que vous avez le résumé des grimoires des apprentis. Comme nous sommes en mode apprenti, et bien par exemple, nous voyons que le maître des bêtes va posséder en équipement en fait ces 3 cartes-là, en créature celle-ci, enchantement, incantation. Donc voilà toute la liste en fait de toutes les cartes et le nombre de cartes correspondantes que vous allez placer dans le grimoire du maître des bêtes. On fait la même chose pour la prêtresse. Pour une première partie, il est conseillé évidemment, je vous l'ai déjà dit, de jouer avec ces 2 personnages, et donc l'autre joueur va placer dans son grimoire eh bien, les cartes qui se trouvent ici. Ensuite, chaque joueur va prendre la carte représentant son personnage et va la disposer sur le plateau de jeu, en sachant qu'on va se placer en diagonale, comme ça, d'un demi-plateau pour les parties d'initiation. Ensuite, nous mettrons le marqueur, en fait, de lancement rapide sur le personnage, ainsi qu'un marqueur d'activation. Alors attention, ce sont des marqueurs qui sont recto-verso, on va tous les 2 les mettre, en fait, sur la face où il y a quelque chose de dessiné. Enfin, nous avons tout un ensemble de jetons spéciaux. Nous avons des jetons de dégâts, des jetons de mana, des jetons pré-utilisés, des jetons de protection, un ensemble de jetons spéciaux qui serviront uniquement dans certains cas, donc que vous pouvez laisser à côté du plateau de jeu pour le moment. Nous avons des dés de combat, alors ce sont des dés spéciaux avec des chiffres marqués dessus, mais il y a aussi des faces blanches, un espèce de dé spécial,
ainsi qu'un marqueur d'initiative. Avant de débuter la partie, chaque joueur va lancer le dé spécial et celui qui obtiendra le plus gros résultat va prendre le marqueur d'initiative et le placer devant lui. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, vous êtes un magicien, vous êtes dans une arène, et vous avez été entraîné à des différents types de magie, en fait, chaque magicien est différent, et vous allez tenter de gagner un combat contre votre adversaire en parvenant à le faire arriver à 0 point de vie, en l'attaquant grâce au sort de votre grimoire. Celui qui parviendra le premier à tuer son adversaire aura remporté la partie. Alors, pour le déroulement, le jeu va se dérouler en différents rounds. Chaque round est divisé en 2 phases. Une phase de préparation, où vous allez préparer les sorts que vous allez lancer pendant le round, et ensuite une phase d'action, où les personnages et les créatures vont agir et les sorts se déclencher. Une fois qu'on aura terminé, eh bien, on passera au round suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs arrive à 0 point de vie. Alors, nous l'avons vu, avant de débuter la partie, nous avons lancé le dé pour savoir qui aurait le jeton d'initiative. Pendant ce round, le joueur qui a le marqueur d'initiative agira en premier avec ses créatures, et à chaque fois qu'il y aura besoin de savoir lequel des 2 agit en premier, eh bien c'est celui qui a le marqueur d'initiative qui devra le faire. Une fois qu'on aura fini le premier round, eh bien le jeton d'initiative passera à l'autre joueur, et ainsi, de round en round, on aura chacun l'initiative à tour de rôle. Alors, lors d'un round, une fois que l'initiative a été changée, eh bien, on va passer à la phase de rétablissement. Effectivement, les joueurs vont activer en fait différents personnages et différentes capacités en retournant ces marqueurs d'activation. Lorsqu'on arrivera à la phase de rétablissement, au début du round, eh bien, on récupérera en fait toutes les activations de tous ces personnages. Donc là, évidemment, en début de partie, on est déjà actif, donc le rétablissement, c'est pas la peine de le faire, on peut passer immédiatement à la phase 3, la phase de focalisation. Alors, comme nous sommes des magiciens, nous avons du mana. Le mana, c'est l'énergie magique qui nous permettra de lancer des sorts à chaque round. Lors de cette phase de focalisation, la focalisation va correspondre au nombre de points de mana que l'on va gagner au début de chaque round. Nous avons vu qu'en partie d'initiation, tous les joueurs ont 10 points de focalisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivera à cette phase de focalisation, les joueurs vont recevoir 10 points de mana supplémentaires. Comme en début de partie, chacun a déjà reçu 10, eh bien hop, on va donc passer tous les deux à 20 lors de cette phase. Ensuite, la 4e phase est la phase d'entretien. C'est une phase spéciale sur laquelle on aura parfois certains coûts à payer. Pour l'instant, il n'y a rien. On passe donc à la phase suivante, la phase de planification. Alors, la planification, eh bien, c'est prévoir à l'avance les sorts que vous allez pouvoir lancer dans la suite du jeu. Chacun va donc prendre son grimoire, car effectivement, la planification est simultanée, et chacun va pouvoir choisir 2 cartes parmi celles qu'il a dans son grimoire, et ce sera les sorts qu'il pourra éventuellement faire pendant le round. Mais attention, ce ne sera pas obligatoire. Vous pouvez très bien choisir 2 cartes que vous pensez peut-être utiliser, puis finalement ne pas les utiliser lorsque vous en aurez l'occasion. Donc vous allez choisir en fait parmi toutes les cartes que vous avez dans votre grimoire, les 2 qui vous paraissent intéressantes pour le round. Alors, dans votre grimoire, vous allez trouver différentes sortes de cartes. Vous avez par exemple des équipements. Les équipements, ça va être un peu des objets magiques que vous allez pouvoir invoquer pour les donner à votre magicien et le rendre un peu plus fort. Ensuite, nous avons aussi des cartes de créatures. Les cartes de créatures vont vous permettre de créer des animaux ou des bestioles ou des monstres qui vont pouvoir aller attaquer votre adversaire ou les créatures de celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi des conjurations. Les conjurations, ça va être en général des sorts spéciaux à lancer sur des cases du jeu et qui vont se déclencher sous certaines conditions. Nous avons aussi des enchantements qui pourront être lancés sur vos créatures ou sur vos magiciens pour les rendre de plus en plus forts. Vous avez aussi des incantations en fait qui vous permettront de faire des capacités bien spécifiques en ciblant en fait des cases ou des personnages. Et enfin, vous avez aussi des sorts d'attaque directe que votre magicien pourra lancer pour attaquer directement par la magie en fait les créatures adverses ou le magicien adverse.
Alors, comment se présentent les sorts? Eh bien, ils se présentent tous de la même manière, avec le nom de la carte. Attention, il y a un chiffre dessous qui est très important, car ça va correspondre au nombre de points de mana qu'il vous faudra dépenser pour pouvoir créer le sort ou créer le monstre. Ensuite, nous avons un petit descriptif de quel type de carte c'est, donc là par exemple une créature, alors que par exemple là les incantations en fait c'est marqué dessus, même s'il y a une couleur pour se repérer un petit peu. Nous avons à côté en fait un symbole d'icône d'action, nous verrons à quoi ça sert tout à l'heure, et après aussi un petit chiffre comme ceci, enfin 2 chiffres dans un petit rond qui indique où c'est que vous pourrez lancer le sort par rapport à votre magicien, car c'est lui qui sur le plateau de jeu va lancer les sorts. S'il y a un 0 de marqué, ça voudra dire qu'il pourra lancer le sort sur sa case, la case où il se trouve. S'il y a un chiffre à côté, donc là par exemple un 1, eh bien c'est qu'il aura le droit de lancer ce sort à une case de distance de l'endroit où il se trouve. Ensuite, nous avons aussi un marqueur de domaine qui va indiquer le domaine de magie à quoi correspond la carte, car effectivement, dans les parties suivantes, vous pourrez créer vos propres paquets de cartes de magicien, votre propre grimoire, mais là, en mode initiation, il est déjà tout configuré. Et puis enfin, en dessous, eh bien, il y aura toutes les caractéristiques, c'est-à-dire quelles sont les règles particulières qui vont être amenées par la création de ce sort. Alors, revenons à notre phase de planification. Les joueurs choisissent chacun les 2 sorts qu'ils ont envie de faire dans le tour. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait se dire, tiens, un bâton des bêtes, c'est intéressant, car là, je joue en fait avec le maître des bêtes. Ça me coûtera 7 de le lancer, et je pourrais le lancer sur mon magicien pour que ça lui donne un objet, donc ça peut être sympathique. Je vais choisir cette carte-là, je la pose évidemment face cachée sur la table pour que mon adversaire ne sache pas ce que c'est, et puis ensuite, en regardant un petit peu mes créatures, je peux me dire, ça peut être sympa de créer une créature. Tiens, je vais créer un loup des bois qui a un coût de 9, avec la carte que j'ai déjà choisie, c'est bon, ça ne va pas dépasser ma réserve de mana, bien entendu, il faut prévoir aussi d'avoir suffisamment de mana pour pouvoir lancer les sorts, et j'attends que mon adversaire ait lui aussi choisi face cachée les 2 cartes qu'il sélectionne. Ceci étant fait, nous passons à la phase de déploiement. Alors la phase de déploiement, c'est spécial, c'est si vous avez une carte qui vous permet d'avoir un point d'apparition sur le jeu, vous aurez le droit de faire surgir de ce point d'apparition des créatures. Mais là, pour le moment, surtout en mode initiation, il n'y a pas de point comme ceci, donc vous pouvez passer directement cette phase, et donc on passe à la phase d'action. Lors de la phase d'action, on va commencer par la phase de lancement rapide. Lors de cette phase, les joueurs ont le droit, enfin leurs magiciens ont le droit de lancer un sort rapide avant que l'on commence à faire agir les créatures et aussi les personnages qui pourront se déplacer sur le jeu. Alors on commence évidemment par le joueur qui a l'initiative. Est-ce que je veux utiliser ma phase d'action rapide de magicien pour lancer un sort rapide? Alors c'est quoi la différence entre les sorts? Il y a des sorts qui sont lents et il y a des sorts qui sont rapides lorsqu'ils ont ce symbole d'éclair. Donc là, si je le souhaite lors de mon tour, lors de cette phase d'action rapide, je peux décider de lancer ce sort rapide. Eh bien, je vais le faire, ça me coûte donc 7. Je vais donc poser cette carte sur la table et indiquer à mon adversaire que ça va me coûter 7 de mana pour pouvoir la réaliser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je passe donc à 13, et j'indique en fait à mon adversaire qu'est-ce qu'il se passe avec le bâton des bêtes. Alors, c'est donc un objet, un équipement que je vais donc attacher à mon magicien. Effectivement, il y a marqué sur qui on peut le lancer. Eh bien, je peux le lancer que sur un magicien, donc je le lance sur moi. Et puis 0 à 2, je peux le lancer en général sur la case, évidemment, où se trouve mon magicien. Mais parfois, dans certaines... parce qu'on peut aussi jouer en équipe de 2 contre 2, on pourra lancer en fait un objet magique comme ceci pour un de ses partenaires. Bon là c'est pas le cas, je le lance pour moi, c'est bien rapide, et ensuite qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, mettre des bêtes uniquement, donc évidemment il n'y a que moi qui peux l'utiliser, et il y a marqué, une fois par round, en tant que sort rapide, ce magicien peut dépenser 2 mana et cibler une créature animale située jusqu'à une zone de distance. Il lui donne soit le trait contact plus 2 jusqu'à la fin du round, soit la soigne d'un nombre de dégâts égal à la somme des résultats de 2 dés d'attaque. Donc les traits, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va être un peu des capacités spéciales que les différentes créatures et différents magiciens en jeu vont pouvoir gagner grâce
aux cartes. Donc là, je pourrais donner contact +2 à une créature, nous verrons plus tard ce que ça fait. En plus de ça, certains objets comme celui-ci nous donnent une ligne d'attaque, c'est-à-dire que notre magicien pourra taper en fait avec son bâton des bêtes pour infliger des dégâts à l'autre magicien s'il se trouve sur la même case que lui, ou à une autre créature adverse qui viendrait par exemple m'attaquer. Donc voilà, un petit équipement sympathique. Alors les équipements, on va toujours les poser devant soi à côté de la table, et ils seront considérés comme étant attachés à notre magicien. Il se baladera avec, c'est comme si la carte était posée dessus, mais pour plus de simplicité, on les pose à côté, et à n'importe quel moment du jeu, les joueurs peuvent vérifier les équipements que les autres joueurs ont en jeu. Alors attention, cette action spéciale rapide n'est disponible qu'une fois dans la manche, et elle est symbolisée par ce marqueur-là, que je vais donc retourner pour indiquer que j'ai déjà utilisé mon action rapide et que je ne pourrai plus l'utiliser dans le reste de la manche. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci éventuellement, eh bien on passe à mon adversaire et on lui demande: est-ce que tu as envie toi aussi de lancer un sort rapide? Non, j'ai pas envie de l'utiliser, je préfère le garder pour plus tard. Effectivement, ce n'est pas obligatoire d'utiliser un sort rapide lors de cette phase. Ensuite, on passe à la phase d'action des créatures. Donc là, c'est à moi de jouer, et je peux donc faire agir une créature, ou mon magicien, qui est aussi considéré quelque part comme une créature. Évidemment, pour le moment, je n'ai que mon magicien, puisque je n'ai pas encore lancé de créature. Lorsqu'on déplace une créature en jeu, enfin qu'on la fait agir, on est obligé déjà de la faire agir, et on va retourner son marqueur d'activation pour montrer que son tour d'agissement est en train de se faire, et ne pourra plus se refaire dans le reste du round. Une fois que j'aurai fait donc agir mon magicien ou une de mes créatures, mon adversaire pourra faire de même, et si nous avons chacun des créatures, eh bien on va jouer comme ceci à tour de rôle jusqu'à ce que chacun ait joué toutes les créatures qu'il a en jeu. Alors, lorsqu'une créature agit, elle a deux possibilités. Soit elle va se déplacer d'une case, alors attention, les créatures ne peuvent se déplacer que d'une case par une case en général et en ligne droite, il sera interdit de se déplacer en diagonale, et après avoir fait son déplacement, elle pourra effectuer une action rapide. Les actions rapides correspondent au symbole de petit éclair qu'il y a sur les cartes. Ou sinon, elle peut rester sur place et ne pas faire de déplacement pour pouvoir faire une action complexe. Et les actions complexes correspondent au symbole de petit sablier qui se trouve sur les cartes de sort. Donc là, par exemple, si avec mon magicien comme action, je désire créer en fait ce loup des bois, eh bien ça nécessitera une action complexe, ce qui veut dire que je ne peux pas me déplacer. Je choisis donc soit de me déplacer et de ne rien faire, je ne pourrai pas lancer mon sort à ce tour, soit de lancer en fait mon loup des bois en réalisant l'action complexe sur la case où je me trouve. Bon, j'ai pas choisi ça pour rien, donc je préfère faire mon loup des bois. Je vais donc indiquer à mon adversaire, ben voilà, comme action, je vais jouer mon loup des bois, que je vais donc poser sur la case où je me trouve, car effectivement il y a marqué 0-0, donc je suis obligé de le jouer dans la zone où mon magicien se trouve. Et je paye évidemment immédiatement le nombre de mana indiqué, donc là c'est-à-dire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me reste plus que 4 points de mana. Alors, dès que je fais arriver comme ceci une créature en jeu, eh bien je vais lui mettre évidemment un marqueur d'activation. Mais attention, comme il vient d'être créé, pour l'instant, je lui mets un marqueur inactif. Effectivement, cette créature venant d'être créée, elle ne pourra pas attaquer sur ce round. Alors les créatures, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Eh bien ici, il y a leur point d'armure, certaines en ont. Il y a aussi leur point de vie, c'est-à-dire le nombre de dégâts maximum qu'elle pourra encaisser avant de mourir. Et enfin, en général, elles ont aussi une ligne avec leurs attaques, quelles attaques elles peuvent faire. Donc là, par exemple, le loup des bois peut utiliser une action rapide pour attaquer, en fait, avec une valeur de 4. Nous verrons comment marchent les combats un petit peu plus tard. Parfois, en dessous aussi, il y a des capacités spéciales de créatures, mais là, mon loup des bois est tout à fait normal et n'a pas de capacité spéciale. Voilà, j'ai donc fait tout ce que je pouvais faire avec mon magicien, puisque j'ai fait un sort complexe, et on passe donc au joueur suivant. Alors celui-ci avait gardé son petit marqueur d'effet rapide, il peut donc tout à fait lancer son effet rapide, et puis ensuite jouer son tour normalement. C'est toujours possible à chaque fois que c'est à quelqu'un de jouer. Là, il décide de ne pas utiliser son sort rapide, et plutôt d'utiliser son magicien pour aussi faire une action complexe.
elle décide donc d'utiliser, enfin de créer en fait une créature, ou Brogan Pierre de Sang, qui coûte 15. Ah oui, et c'est une grosse créature qui risque de faire un petit peu mal, et qui en plus a une capacité spéciale Foudre plus 2, et qui est légendaire. Nous verrons tout à l'heure comment ça marche. Donc elle décide de créer cette créature, elle lui coûte 15 de mana, donc pouf, elle passe à 5, on met un marqueur d'activation dessus, je retourne le marqueur d'activation pour montrer que ma magicienne a fait tout ce qu'elle pouvait faire dans le tour. Et maintenant, si je le souhaite, je peux utiliser, après l'activation de ma créature, donc là ma créature c'était ma magicienne qui a agi, eh bien je peux utiliser tout de suite mon marqueur de lancement rapide si je le souhaite. Et là, elle décide de le faire en utilisant une autre carte de magie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une incantation de force, ça coûte 3. On voit que c'est un effet rapide, on voit que ça doit se faire à 0 ou à 2 cases, jusqu'à 2 cases, et que c'est à lancer sur une créature. Elle décide donc de la lancer sur sa créature. Et il y a indiqué, la créature ciblée est poussée de une zone dans la direction de votre choix. Elle ne peut pas être poussée à travers un mur qui possède le trépassage létal, excepté si vous payez 3 en mana supplémentaire. Comme il n'y a pas de mur, on s'en fiche. Ça lui coûte donc 3, elle pose ce sort. Elle paye 3, 1, 2, 3, et ensuite elle décide de pousser sa créature d'une case dans la direction de son choix. Et bien pouf, elle lui lance le sort pour l'approcher de moi, et donc elle devient un petit peu menaçante. Alors ces cartes sont des cartes à effet rapide, que lorsqu'on les lance, et bien ensuite on va pouvoir les défausser, elles ne pourront plus être utilisées en fait. Donc on peut la mettre face cachée par exemple devant soi, ou un petit peu sur le plateau pour montrer que c'est terminé pour cette carte. Son tour est alors terminé, on passe à mon tour. Si j'avais une créature qui n'avait pas encore été activée, eh bien j'aurais pu la déplacer à nouveau. Mais là ce n'est pas le cas, c'est donc terminé pour moi, et c'est terminé aussi pour elle, car elle n'a pas non plus de créatures qui n'ont pas agi. La phase en fait d'action des créatures est terminée, on passe donc à une dernière phase de lancement rapide. Si les joueurs n'avaient pas encore utilisé leur jeton, à ce moment-là, toujours pareil, dans l'ordre de l'initiative, chacun d'entre eux aurait pu encore lancer un sort rapide, effectivement, s'ils l'avaient gardé, bien sûr. Le round est alors terminé, et on passe au round suivant. Tout d'abord, la préparation, l'initiative, hop, change, ensuite on fait le rétablissement, donc tous les joueurs vont récupérer en fait leur marqueur d'activation sur tous leurs personnages et toutes leurs créatures, voilà. Ensuite, on passe à la phase de focalisation, elle est toujours de 10, elle ne change pas, hein, donc chaque joueur va regagner 10 points de mana supplémentaires. J'étais à 4, je passe donc à 14, et mon adversaire étant à 12, à 2, elle passe donc à 12. Ceci étant fait, nous passons à la phase d'entretien. Alors on vérifie sur chacune des cartes, est-ce qu'il y a des coûts d'entretien d'indiquer? Si c'est le cas, il faudra payer à ce moment-là du mana pour entretenir en fait certains sorts, mais là ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, on passe à la phase de planification. À nouveau, nous allons choisir de nouveaux sorts à lancer éventuellement dans ce round. Alors attention, lors de cette phase où vous choisissez en fait les deux cartes éventuelles de votre grimoire, vous pouvez, si vous n'avez pas en fait utilisé un sort à la round précédent, que vous avez encore une carte sur la table, à remettre dans votre grimoire avant de choisir en fait les deux cartes du tour. Effectivement, les sorts que vous ne lancez pas ne sont pas perdus, vous les récupérez et pourrez les relancer plus tard. Bon là, ce n'est pas le cas. On passe donc à la phase suivante, la phase de déploiement, mais il n'y en a pas, et on passe à la phase d'action. Première phase de lancement rapide. Celui qui a l'initiative, c'est donc mon adversaire, elle décide si elle veut utiliser la capacité de lancement rapide de son magicien. Elle décide de ne pas le faire, on passe donc à moi. Est-ce que je veux utiliser mon sort de lancement rapide? Eh bien je vais dire oui, j'ai envie. Hop, à ce moment-là, j'indique que je l'ai utilisé. Et je vais lancer des lianes étrangleuses. C'est bien un sort rapide car il a un symbole d'éclair. Et donc ça va me coûter immédiatement 5 que je vais payer. 1, 2, 3, 4, 5.
et je vais poser en fait cette conjuration. Alors, il y a marqué que je peux le lancer de 0 à 2 cases. Je vais donc lancer les lianes étrangleuses à 1, 2 cases sur mon adversaire. C'est donc des lianes qui vont sortir du sol et qui vont empêtrer un petit peu mon adversaire. C'est donc vivant, flamme plus 2, immunisé contre les liquides, et il y a indiqué que la cible est immobilisée et gagne le trait inamovible. Les lianes étrangleuses ne peuvent pas prendre pour cible une créature dotée du trait volant ou insaisissable. Elle n'est ni volante ni insaisissable, je peux donc la poser dessus. Et il y a marqué les attaques à distance ne peuvent pas prendre pour cible les lianes étrangleuses, donc on ne pourra pas lui tirer dessus avec des armes à distance. Comme je mets les lianes étrangleuses, eh bien je peux par exemple les poser sur la carte pour montrer qu'elle est attrapée, car la cible c'est une créature incarnée, donc c'est une créature. Et immobilisé, eh bien vous l'aurez compris, ça va empêcher donc la créature de bouger. Inamovible, en plus, c'est qu'on ne pourra pas la pousser, en fait. Donc c'est tout à l'heure, par exemple, avec le sort, on a poussé la créature, et bien là, on ne pourra pas la pousser des lianes étrangleuses, elle va rester empêtrée, en fait, dedans, jusqu'à ce qu'elle ait réussi à détruire, en fait, ces lianes étrangleuses. Effectivement, ces lianes ont une valeur de défense de 0, mais par contre, ont une valeur de vie de 8, il faudra donc leur taper dessus pour pouvoir s'en sortir. Elle a aussi le trait flamme plus 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça voudra dire que si on lui fait une attaque de flamme, eh bien le joueur qui attaque aura le droit de lancer plus 2 dés. En fait, puisque les attaques se font avec des dés, nous verrons cela tout à l'heure. En revanche, elle est aussi immunisée contre les liquides, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas avoir d'attaque de liquide. Tout simplement, elle est immunisée complètement contre ce type d'attaque. La phase de lancement rapide est donc terminée, on passe à la phase d'action des créatures. Et donc c'est à mon adversaire de jouer. Elle va donc décider, comme maintenant il y a 2 créatures en jeu chez elle, c'est-à-dire sa magicienne et son monstre, de faire agir l'un ou l'autre. Elle décide par exemple de dire bon ben je vais faire agir mon monstre. Mais avant ça, si elle le souhaite, elle pourrait lancer un sort de lancement rapide. Imaginons qu'elle ait un sort de lancement rapide qui lui permettrait éventuellement de se débarrasser des lianes étrangleuses. Elle aurait très bien pu décider de le faire immédiatement avant de faire agir sa créature par exemple. Mais là ce n'est pas le cas, elle décide donc de faire directement agir la créature. Elle retourne ceci. Et comme la créature est immobilisée, eh bien de toute façon elle ne peut pas se déplacer. Elle va donc passer directement à une action soit rapide, soit complexe. Là, elle décide de faire une action rapide qui sera de taper en fait sur les lianes étrangleuses. Faire une action de combat. Alors comment ça marche les actions de combat? Eh bien sur la carte, nous voyons qu'il y a un symbole ici d'action rapide, donc cette créature peut attaquer de façon rapide. Le deuxième symbole qui indique comme ceci une épée indique que cette créature ne peut attaquer qu'au contact. Au contact, c'est sur la même case. Il lui sera impossible d'attaquer sur une case adjacente. Il faudrait un symbole d'arc qui est un symbole à distance. Là, ce n'est pas le cas. Ensuite, elle peut attaquer, donc en fait, elle peut décider donc d'attaquer la créature qui est là, et le chiffre qui est marqué, eh bien c'est tout simplement le nombre de dés qu'elle va pouvoir lancer pour attaquer. Les autres capacités de cette attaque sont indiquées, inévitables, c'est-à-dire que la créature ne peut pas jouer en fait un évitement. Alors les évitements, ce sera si une créature a un petit bouclier jaune de dessiner dessus, eh bien il y aura la possibilité d'éviter de subir l'attaque. Donc là, de toute façon, c'est impossible, et puis en plus, la créature attaquée n'a rien, donc ça sera pas possible. Et perforant plus 3, eh bien ça voudra dire qu'elle va avoir plus 3 en fait pour percer une armure éventuelle, c'est-à-dire que si par exemple la créature ici avait eu 4 d'armure, eh bien elle aurait pu éviter en fait 3 points de résistance de cette créature attaquée. Elle lance alors ses dés pour la créature. Les chiffres indiquent le nombre de dégâts qui sont portés à la créature. Alors il y a 2 types de chiffres, les chiffres qui sont en blanc comme ceci, et les chiffres en rouge au milieu d'une petite étoile. Les chiffres en rouge au milieu d'une étoile évitent l'armure s'il y a une armure. Donc là il y a 0 d'armure, donc de toute façon ça ne sert à rien. On va faire 2, 3, 4. Brogol, pierre de sang, inflige donc 4 dégâts aux lianes étrangleuses qui ne peuvent rien faire pour se défendre. À ce moment-là, on va donc tout simplement prendre 4 points
en marqueur de dégâts qu'on va placer sur les lianes étrangleuses. Malheureusement, elles ont 8 points de vie et donc elles n'ont pas été tuées et elles vont donc rester pour le moment sur le jeu. L'attaque est donc terminée, la créature est donc toujours prise dans les lianes étrangleuses et donc la magicienne, enfin la prêtresse, a fini son tour car elle a fait jouer en fait son personnage. Éventuellement, juste après avoir fait jouer sa créature, elle pourrait toujours lancer son effet rapide s'il n'a pas été fait. Donc là, elle décide si elle le fait ou non. Non, c'est bon. On passe donc à moi. Moi, je peux donc décider de faire jouer soit mon loup des bois, soit jouer mon personnage. Allez, je décide de jouer mon loup des bois, j'indique qu'il est activé pendant le tour, et puis je peux donc choisir soit de lui faire faire une action complexe, ou un déplacement plus une action rapide. Eh bien, je vais faire un déplacement, hop, je peux par exemple l'amener ici, puisque c'est toujours une case par une case, et ensuite éventuellement faire une action rapide, comme action, il ne peut faire qu'une attaque. Donc là, eh bien, je ne vais pas faire d'attaque, ça serait inutile, évidemment. Mais en revanche, je peux la mettre en protection. Alors la protection, eh bien, c'est tout simplement prendre un jeton de protection qu'on va placer sur la créature. Alors, placer un jeton de protection, c'est une action rapide. Donc là, j'ai fait déplacement, action rapide, je me mets en protection. Alors, à quoi sert la protection? Eh bien, c'est qu'elle donne déjà plusieurs avantages. Tout d'abord, la contre-attaque, c'est-à-dire que si elle se fait attaquer alors qu'elle est en protection, elle aura le droit de riposter, si elle n'a pas été tuée, bien sûr, par son adversaire. Deuxième possibilité aussi, c'est une défense de zone. Donc, si jamais il y a des combats et qu'il y a plusieurs créatures qui se trouvent au même endroit sur la même case, si mon attaquant décide d'attaquer, il sera d'abord obligé d'attaquer, en fait, les créatures en protection. On peut donc tout à fait laisser en fait des créatures avec son magicien, par exemple, en les mettant en protection pour qu'elles se fassent taper avant notre magicien, par exemple. Voilà, donc j'ai terminé mon tour de loup des bois, et donc c'est au tour de mon adversaire de jouer. Il lui reste sa prêtresse à jouer, elle est obligée de le faire. Est-ce qu'elle veut utiliser son action rapide? Enfin, moi aussi, j'aurais pu utiliser mon... Non, je l'ai déjà utilisé, pardon. C'est pour ça qu'il y a des petits marqueurs, hein, c'est pour s'en rappeler. Et donc la prêtresse décide de jouer son tour de prêtresse. Hop, elle l'active, et elle peut décider donc de faire une action, par exemple... complexe. Hop, c'est pas cette carte-là, j'avais oublié, c'est celle-ci. Elle décide de créer une archère royale, ça lui coûte 12, c'est une créature à lancer dans sa zone. Elle a donc celle-ci une attaque arc long et une attaque poignard. Donc arc long, comme je vous le disais tout de suite, comme il y a une flèche de représenter, eh bien c'est que ça lui permettra à cette créature d'attaquer de 1 à 2 cases. Alors attention, comme il y a un 1 et un 2, c'est-à-dire que si j'utilise l'attaque arc long, je serai obligé de l'utiliser au minimum à une case de distance. Je ne pourrai pas l'utiliser sur la même case que l'archère royale. Heureusement, elle a aussi un poignard qui lui permet pour une attaque rapide, en fait, d'attaquer sur la case où elle se trouve. En revanche, attention, l'attaque d'arc long, c'est indiqué avec un petit sablier, c'est donc une action complexe. Elle ne pourra donc pas se déplacer et ensuite attaquer avec son arc long. Il faudra qu'elle reste sur place pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, paf, elle crée celle-ci. Elle lui rajoute évidemment un marqueur qui est pour le moment inactif, mais au tour d'après, elle aura donc 2 créatures à faire bouger. Elle paye évidemment le coût, donc qui est de 12, elle était à 12, elle passe donc à 0 points de mana. Et puis voilà, elle décide ensuite est-ce qu'elle veut utiliser encore son effet rapide qu'elle n'a pas utilisé. Elle dit non, puisque de toute façon, elle n'a plus de mana, elle ne peut plus rien faire. On repasse donc à mon tour. Je pourrais alors décider de ne pas faire de déplacement et puis de faire hop, une activation de mon magicien pour qu'il puisse lancer un sort. C'est un sort rapide, mais c'est pas grave, on considère que je ne me suis pas déplacé et que je fais un sort rapide qui me coûte 5. Hop, j'étais à 9. Je passe donc à 4. Et puis, évidemment, je pose aussi un marqueur sur le renard. Et puis le tour est terminé puisque plus personne n'a quelque chose à jouer. Il reste cependant une dernière action, une dernière phase de lancement rapide. Éventuellement, la prêtresse aurait pu lancer encore un sort rapide lors de cette dernière phase. Mais elle n'a plus de mana. Le round est donc terminé, enfin l'action. Et on passe donc au round suivant, et c'est reparti pour un tour.
Alors attention, en action rapide, nous avons vu qu'on peut effectuer une action rapide, qu'on peut lancer un sort rapide, si c'est le magicien par exemple qui joue, ou une créature qui peut lancer des sorts, ça arrive aussi quelquefois, mais plutôt dans les parties avancées. On peut se mettre en protection, mais on peut aussi effectuer une autre action de déplacement. Donc là, par exemple, lorsque j'ai bougé tout à l'heure mon loup des bois d'une case, eh bien, au lieu de placer la protection, j'aurais pu utiliser ma deuxième action, mon action rapide, puisque d'abord c'est déplacement et ensuite action rapide, j'aurais pu utiliser donc cette action rapide pour avancer d'une case supplémentaire, en allant là ou en allant rejoindre en fait l'autre monstre. C'est aussi une possibilité. Alors, puisqu'on parlait de déplacement, les créatures adverses vont aussi gêner le déplacement. Donc là, par exemple, le loup des bois, lors du nouveau tour, en fait, pourrait décider d'aller sur la case où se trouve son adversaire, mais par contre, il ne peut pas traverser une case, c'est-à-dire utiliser son action rapide, justement, pour se déplacer d'une case supplémentaire. Si on arrive sur une case avec un adversaire, on est obligé de finir son tour à cet endroit-là, même si on peut toujours effectuer une autre action rapide à la place. De la même façon, si on commence son tour sur une case où il y a une créature, eh bien, de la même façon, on ne pourra se déplacer que d'une seule case et non de deux. Attention cependant, quand une créature est immobilisée, donc là c'est le cas, elle a gagné en fait le trait immobilisé, et bien à ce moment-là, elle ne peut pas gêner le déplacement, donc contrairement à ce que je viens de dire, on aurait pu traverser sa case avec le loup des bois. Alors attention aussi, certaines créatures ont un trait rapide. Donc là, par exemple, le renard est rapide. Le rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour son action de déplacement, il peut se déplacer de 2 cases avant d'effectuer une action rapide. C'est-à-dire une action normale. Donc par exemple, il pourrait se déplacer de 2 cases, aller sur cette case-là, et ensuite attaquer immédiatement dans le même tour. Mais attention, cette capacité spéciale rapide ne lui permet pas de se déplacer de 3 cases. Chaque créature est quand même limitée à 2 cases. Ensuite, certaines créatures sont aussi volantes, et bien un petit peu comme à Magic, les créatures volantes peuvent traverser sans problème en fait les cases qui sont occupées par des adversaires. Il ne tient pas compte des effets de blocage. Alors parlons quand même aussi des jetons de dégâts. Quand ils sont posés sur une créature, eh bien ils vont rester. Ce n'est pas comme à Magic où ils disparaissent à la fin de chaque round. Eh bien là, ça va rester en fait jusqu'à ce que la créature soit détruite, c'est-à-dire que le nombre de dégâts arrive ou dépasse en fait la valeur de défense de cette créature. Enfin, les points de vie qui sont représentés ici. De la même façon, les créatures qui se placent en protection eh bien, vont garder cette protection jusqu'au début de leur phase d'action. Donc si par exemple je décide de faire bouger le loup des bois, eh bien c'est à ce moment-là que sa protection disparaîtra. Ce qui m'empêchera pas par exemple de le redéplacer d'une case et de lui remettre une protection. Mais voilà, donc ça reste jusqu'au round suivant, jusqu'à ce qu'on bouge à nouveau ou qu'on fasse agir la créature en question. Alors, parlons des différents types de sorts que nous n'avons pas encore vus. Nous avons vu les créatures, nous avons vu les conjurations, nous avons vu les équipements, mais il y a aussi les enchantements. Alors, les enchantements sont un petit peu spéciaux, car effectivement, on va les lancer face cachée sur le jeu. Donc là, par exemple, le cuir de rhinocéros, si je décide de le faire, eh bien, ça va me coûter 2 en mana. Je payerai donc à ce moment-là 2 en mana, et de la même façon, je lance le sort, là par exemple c'est un sort rapide, jusqu'à une distance de 2. Donc ils sont à peu près tous de la même façon, enfin du même type, les enchantements, ils coûtent toujours en fait 2 à être posés face cachée sur le jeu. Et je la joue donc là, ici, sur une créature vivante. Donc par exemple, mon magicien pourrait la lancer sur le loup des bois, qui correspond bien à la distance autorisée. Ensuite, la créature pourra agir tout à fait normalement avec son enchantement, et puis jusqu'à ce que je décide de le révéler, je pourrais le révéler à n'importe quel moment qui correspond à cette carte, car effectivement ça dépend, c'est indiqué en général dessus quand on peut la jouer. Donc là par exemple c'est un cuir de rhinocéros qui va faire que la créature gagnera plus 2 d'armure. Eh bien je peux attendre en fait que mon loup des bois se fasse attaquer par exemple, pour dire « Ah, attends, tu m'attaques, je décide de révéler l'enchantement ». À ce moment-là, je le révèle et je paierai le deuxième coup qui est indiqué à côté de l'œil ouvert. Alors effectivement, il faut avoir suffisamment de mana à ce moment-là pour pouvoir le faire. Toc toc, je paierai 2, et à ce moment-là, je gagnerai les capacités que m'offre cet enchantement.
Alors, que veut dire la capacité liée au magicien? Eh bien, ça veut dire que si on lance ce sort sur un magicien, c'est un petit peu plus dur, donc il faudra payer ici plus 1, c'est-à-dire on paie 2 plus 1, donc 3, il faudra payer pour pouvoir le lancer sur un magicien. Donc on peut le lancer évidemment sur son propre magicien aussi. Alors, évidemment, une fois qu'ils sont comme ceci révélés, eh bien les enchantements vont rester attachés à la créature, à moins qu'il soit marqué quelque chose d'autre dessus. Il n'y a pas non plus de limite au nombre d'enchantements qu'on peut lancer sur une créature, donc on peut la booster pour qu'elle devienne de plus en plus forte. On peut aussi lancer des enchantements négatifs, évidemment, sur les créatures adverses, et il y a aussi des enchantements qui, au lieu de cibler une créature, donc celle-ci, il y a marqué créature vivante, donc on était bien obligé de la lancer sur une créature, mais il y en a certains qui peuvent cibler aussi des zones, ou cibler un magicien, ou cibler en fait plein de choses différentes. Enfin, il y a directement les sorts d'attaque, eh bien il suffit de payer leur coût, ça indique en fait si c'est une action rapide ou pas, à quelle distance on peut l'effectuer, et il y a indiqué dessus les résultats de l'attaque que ça va faire. Alors parfois il y a certains symboles comme ça qui correspondent à différents éléments, il faudra se référer à la règle du jeu pour savoir à quoi ça correspond, et si ça inflige ou non des dégâts supplémentaires à une créature attaquée. Là c'est aussi le nombre de dés qu'on lance évidemment pour l'attaque, là c'est une attaque à distance, donc mon magicien, c'est forcément le magicien qui lance ce type d'attaque, eh bien, pourra se trouver à une case de distance, en fait, d'un adversaire, et puis je lancerai 3 dés, et puis ensuite, des fois, il y a des capacités spéciales qui demandent de lancer le dé jaune. Ici, il faudra lancer un dé 12 pour savoir si on fait 5 ou plus, eh bien, la créature sera étourdie. À ce moment-là, on lui mettra un marqueur étourdi, et vous verrez ensuite dans les règles comment ça marche, et en plus, c'est une attaque inévitable, donc l'adversaire ne pourra pas tenter d'évitement pour pouvoir le faire. Bien sûr, il faut aussi lire tous les textes qui sont indiqués pour savoir ce que fait exactement ce sort. Alors refaisons un petit exemple de combat pour bien comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, une archère royale se retrouve aux prises avec un loup des bois et un renard de Boisègue. Elle décide donc de faire une attaque. Comme elle est au contact, elle ne peut pas utiliser son attaque à distance, elle utilise donc une attaque au contact et c'est une attaque rapide. Avec son poignard. Son poignard lui indique qu'elle peut lancer 2 dés d'attaque pour attaquer une créature. Elle indique tout d'abord quelle créature elle veut attaquer. Là, elle n'a pas le choix car le loup des bois s'est mis en protection. Elle est donc obligée d'attaquer la créature qui a protection. On regarde alors si la créature attaquée peut éviter l'attaque, si elle a un marqueur de bouclier jaune dessus, mais ce n'est pas le cas. Donc à ce moment-là, l'archère royale lance tout simplement ses 2 dés. Elle réalise ceci. Alors tout d'abord, les dégâts normaux, qui sont indiqués comme ceci en blanc, peuvent se faire bloquer par l'armure. Effectivement, le loup des bois a 2 d'armure, et donc, eh bien, les 2 points ne vont pas dépasser cette valeur d'armure. Il aurait fallu faire 3, 4 ou 5, enfin dépasser 2 pour pouvoir infliger des points de dégâts au loup des bois avec des dégâts normaux. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, ceux-ci, par contre, sont des dégâts qui sont des coups critiques et qui passent directement l'armure. Donc celui-ci passe l'armure directement et donc inflige 1 point de dégâts au loup des bois. On lui indique comme ceci. Imaginons par exemple qu'elle aurait eu la possibilité de faire une attaque à 3D puis qu'elle aurait lancé ceci, et bien là 2 et 2 ça ferait 4. 4 moins la valeur d'armure de 2, ça aurait fait 2 points de dégâts pour le loup des bois avec la valeur d'attaque normale, plus 1 point ici qui passe l'armure automatiquement, et donc ici on aurait infligé 3 points de dégâts. Ensuite, on regarde, est-ce que le loup est mort? Non, il a 10 points de vie, là il n'a pris qu'un seul point, il lui reste encore 9 points de vie, il est donc encore vivant. Comme il a la protection, eh bien ça lui permet non seulement d'être forcément attaqué lorsqu'il est attaqué, c'est ce qu'on a fait, mais en plus ça va lui permettre de faire une contre-attaque, c'est-à-dire d'attaquer immédiatement. Le loup des bois, il a 4 d'attaque par sa morsure, qui est une attaque aussi au contact, ça fonctionne, donc il va lancer 4 dés contre l'archère royale, qui aurait peut-être mieux fait de ne pas s'attaquer à lui. Mince, je m'aperçois d'ailleurs que mon exemple était faux, car en fait le loup des bois avait une armure plus 2. Donc en fait il avait 4 de protection, ce qui fait qu'il n'a... si, il a quand même 1 point, puisqu'en fait comme c'était voilà, des dégâts qui passaient l'armure, eh bien il a quand même subi 1 point de dégâts, mais il aurait fallu donc dépasser 4 points d'attaque normale pour pouvoir lui infliger des dégâts normaux.
Mais repassons à la riposte. Hop, il lance donc 4 dés contre l'archère royale. Aïe aïe aïe, celle-ci risque d'avoir un petit peu mal grâce à la morsure. Nous avons donc 2 et 1, 3 points de dégâts normaux. Elle n'a qu'un point d'armure. Là, cette fois-ci, je ne vais pas me planter, mais de toute façon, elle n'a pas de capacité spéciale. Donc, on lui inflige 2 points de dégâts, plus 1 point de dégâts qui passe automatiquement l'armure. Cela fait donc 3 points de dégâts. Hop, on lui ajoute sur elle, elle a 9 points, elle est encore vivante, et donc le tour de l'archère royale est terminé, car par tour on ne peut faire qu'une seule attaque, sauf capacité particulière. À la fin d'une attaque où un personnage avait une protection et s'est fait attaquer, on enlève la protection, qu'elle ait servi à faire une contre-attaque ou non. Là, ça a été le cas, on l'enlève. Mais par contre, ça ne change pas le marqueur d'activation de ce loup qui, lors de son tour, va pouvoir attaquer. Imaginons maintenant que ça soit à moi de jouer, je peux dire, allez, le loup, il réattaque, du coup, il a attaqué 2 fois, une fois en contre-attaque et une attaque normale. Et il décide donc de réutiliser sa morsure, de réutiliser en fait ses 4 dés, bim bam, 3 points, moins 1 d'armure, ça fait 2 points plus 1, ça fait encore 3, 3 et 3, 6, l'archère n'est pas morte. Par contre, elle n'a pas de marqueur de protection, donc elle ne peut pas contre-attaquer. Pour les combats contre les magiciens, eh bien en mode initiation, on considérera que les magiciens ont tous 3 dés d'attaque au contact. Ils ne pourront pas faire d'attaque à distance, sauf s'ils s'ajoutent en fait des équipements spéciaux. Donc là par exemple, mon maître des bêtes a reçu un bâton des bêtes, au lieu de lancer 3 dés, il lance 4 dés, mais par contre c'est toujours au contact, et c'est une action rapide. Si je n'avais pas eu de carte, j'aurais pu lancer 3 dés en action rapide aussi, et uniquement sur la case où je me trouve. Les combats se déroulent exactement de la même manière, sauf que pour faire perdre des points de vie à un magicien, eh bien évidemment, on va les comptabiliser sur les plateaux personnels avec le marqueur rouge. Donc en fait, chaque dégât sera indiqué comme ceci, et si jamais un magicien se retrouve à avoir le marqueur qui rejoint son marqueur de points de vie maximum, eh bien, il sera mort et il perdra donc la partie au profit de son adversaire. Alors attention, certaines attaques de magiciens et certaines attaques de pouvoir, en fait, de sorts, permettent d'infliger des types de dégâts spécifiques. C'est indiqué dans la règle à la page 26, voilà, les différentes choses qui vont se passer lorsqu'on subit ce type de dégâts. À ce moment-là, ça correspond aussi en fait aux dégâts qui sont indiqués sur certaines créatures. Par exemple, cette créature a foudre plus 2, c'est-à-dire que si on l'attaque avec une attaque de foudre, eh bien on lancera 2 dés supplémentaires. Donc si vous voyez sur une carte foudre plus 2 ou et je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, psychique plus 1, enfin voilà, quand c'est positif en fait, eh bien c'est positif pour les adversaires qui pourront nous attaquer plus facilement. C'est un petit peu leur faiblesse en fait. Après, il existe aussi de nombreuses capacités spéciales qui sont toutes résumées en fait à la fin du livret de règles. Il faudra donc vous référer, et c'est classé par ordre alphabétique, au nom en fait des différentes options pour savoir ce qui se passe, comme par exemple l'action rapide que je vous ai présentée, enfin la capacité rapide ou la capacité volant. Voilà, il y a en fait tout est résumé dans le jeu et il faut donc souvent s'y référer sur les premières parties. Voilà pourquoi il est conseillé de réaliser plusieurs parties en mode d'initiation comme ceci. Alors, parlons un peu aussi des défenses. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais les créatures en jeu n'avaient pas, en fait, ce symbole de bouclier présent ici. Eh bien, ce symbole va permettre à ces créatures d'éviter les attaques. Si jamais le lynx, par exemple, se fait attaquer, eh bien, à condition ici que ça ne soit pas une attaque à distance, donc ça marchera uniquement sur les attaques au contact, le lynx pourra lancer, en fait, le dé spécial pour tenter d'obtenir un 8 ou plus. S'il parvient à obtenir 8 ou plus, eh bien, l'attaque aura échoué, et donc on n'effectuera pas du tout de dégâts. Par contre, on mettra dessus un petit marqueur spécial qui sont les marqueurs utilisés, comme ceci, de bouclier, pour indiquer que pendant ce round, le lynx ne pourra plus utiliser en fait cette défense. Il faudra attendre le round suivant pour que ce marqueur disparaisse et puisse à nouveau être utilisé. Effectivement, en bas du bouclier est indiqué un chiffre qui indique combien de fois on peut utiliser cette défense. Et là, c'est une fois. Des fois, il y a un symbole infini en forme de 8 couchés qui indique qu'on peut utiliser cette défense plusieurs fois dans le jeu.
Alors, après quelques parties en mode simple comme ceci, vous pouvez décider de passer en mode complexe. À ce moment-là, vous jouerez sur l'intégralité du plateau en vous plaçant toujours en diagonale l'un par rapport à l'autre. Donc, les parties, évidemment, vont être plus longues. Alors, déjà, elles sont assez longues. Hein. C'est quand même un jeu très long par rapport à Magic, qui ressemble beaucoup, hein, sauf que Magic se joue uniquement avec des cartes. Eh bien, les parties de Magic sont au moins 4 fois plus courtes, en fait, que les parties de Majoir. Donc, voilà, il faut savoir qu'il faut prendre du temps en fait pour pouvoir faire une partie entière. Alors une fois qu'on aura bien maîtrisé, eh bien, on aura peut-être envie de créer ses propres paquets en prenant les cartes des différents personnages. Là par exemple le maître des bêtes, en haut sont indiqués en fait son niveau de magicien, 120, ici le nombre de points de vie qu'il aura en début de partie, là sa protection qui sera de 0, et ici la focalisation qui effectivement peut être différente par magicien, donc là à chaque tour il gagnera 9 points de mana par tour. Alors chaque magicien aura tout d'abord une formation particulière dans un domaine particulier qui lui indiquera qu'en fait les sorts qu'il va pouvoir mettre dans son grimoire et qui ont ce même symbole lui coûteront le prix normal, c'est-à-dire qu'en fait chaque sort a indiqué à côté de son symbole un chiffre qui indique les points qu'il faudra dépenser pour pouvoir les mettre dans son grimoire, et les points qu'un joueur peut dépenser dépendent de son niveau. Donc là le maître des bêtes pourra mettre jusqu'à 120 points de cartes dans son grimoire avant de commencer la partie. Donc vous pouvez sélectionner en fait parmi toutes les cartes du jeu, puisqu'il y en a plein en plus que les cartes initiales, et bien fabriquer votre propre deck et préparer votre stratégie à l'avance avant de combattre votre adversaire. Donc il aura 120 points à dépenser, en sachant donc que les sorts de la nature comme ça lui coûteront le prix marqué, que tous les autres sorts qui ne sont pas indiqués lui coûteront le double. Il pourra donc utiliser d'autres sorts d'autres types, mais ça lui coûtera le double du chiffre marqué. Et il pourra aussi utiliser ici, en fait, le contraire de la nature, c'est les sorts de feu, et par contre les sorts de feu coûteront le triple s'il décide d'en mettre dans son jeu. Donc voilà, ça oriente un petit peu. Enfin, chaque personnage a aussi des capacités spéciales qu'il faudra bien lire avant de commencer la partie, car chacun a des capacités déjà inhérentes à son magicien et qu'il pourra utiliser, et en bas il y a indiqué les attaques de base que ce personnage a lorsqu'on commence une partie. Voilà donc pour Majoir, vous l'aurez compris, un jeu tactique avec du deck building si vous décidez de jouer en mode avancé, puisqu'on peut construire ses propres paquets, que chaque magicien est différent des autres et donc a une stratégie particulière à adopter. Effectivement, par exemple, le maître des bêtes, il y a beaucoup d'animaux qu'il va pouvoir booster avec des capacités spéciales, et donc il va plutôt ensuite essayer d'envoyer ces animaux au contact pour tuer la prêtresse, alors que la prêtresse a des grosses créatures qui sont dures à faire, mais par contre elle pourra aussi beaucoup les booster grâce à ses sorts, et puis elle a aussi des sorts qui permettront de cibler des zones et puis d'essayer que le plan de jeu lui appartienne. Voilà, puis les autres sont aussi un petit peu différents mais un peu plus complexes. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez eu un premier aperçu du jeu, en sachant qu'il faut quand même beaucoup lire toutes les capacités spéciales sur les premières parties, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.